Bonjour, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu des cartoons, que ce soit les Tex Avery, les Looney Tunes ou encore les courts-métrages de Disney, qu'importe. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de dessin animé hyper loufoque, au rythme effréné et aux images souvent hautes en couleur? C'est une question purement rhétorique, bien sûr que vous en avez déjà vu, et avec un peu de chance, dans votre enfance, il y en a même un, en particulier un personnage d'un de ces dessins animés qui vous a touché et qui vous a même peut-être influencé. Prenons un exemple, un personnage comme Bugs Bunny. Voilà, c'est un petit lapin hyper connu et qu'on peut coller hyper facilement avec le genre dit du cartoon. Il est là, il est mignon, il est rigolo, il dit des bêtises. Quoi, 9 Docteur XD. Maintenant, imaginez que Bugs Bunny ne soit pas, depuis le début de sa création, un personnage destiné à la jeunesse, mais un personnage venant d'une œuvre hyper gore dont il est le tueur sanguinaire. Bon, là, normalement, vous me dites que ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, si vous avez grandi avec un accès à la culture dans votre enfance, vous connaissez forcément The Mask, une comédie sortie en 1994, qui est désormais un classique du genre, avec Jim Carrey en tête d'affiche. Un film aux influences cartoonex à la Tex Avery. Cette grosse tête verte est sans doute pour vous synonyme de farce, de dynamisme, de rigolade, et pourtant, en réalité, The Mask est tiré d'une œuvre sanglante qui dénote totalement de son adaptation ciné. Aujourd'hui, je vous propose une rétrospective afin de savoir qu'est-ce que c'est que ce bordel dans un premier temps, qui est The Mask, d'où il vient, et pourquoi son adaptation ciné change autant avec du coup l'œuvre originale. Et tout ça, ça se passe bien sûr dans ce nouvel épisode de Chromique, mais avant de lancer le générique, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si celle-ci vous plaît, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir la chaîne, parce qu'en plus vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir, mais on revient sur tout ça à la fin, générique. Comme dit dans l'intro, The Mask est bien loin de son œuvre d'origine. Et pour recontextualiser le tout, on va voyager dans le temps et retourner dans les années 80. Ce logo est le logo de Dark Horse Comics, une maison d'édition fondée en 1986 qui, pour sa première série, publiera Dark Horse Presents, une compilation de plusieurs histoires dans laquelle on pourra retrouver en 1987 celle qui sera la genèse du personnage de Big Ed. Oui, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, le personnage, quand il a le masque vert sur la tronche, il s'appelle pas The Mask, mais Big Ed. C'est dans le récit Mask qu'on tombe sur lui pour la première fois. Il a un look un peu horrifique, désolé, mais là, le frérot, il m'inspire absolument pas confiance. Il est un peu loin de l'idée qu'on se fait du personnage, et pour cause, en réalité, c'est pas Big Ed, quoi. C'est juste un premier jet. Bah oui, c'est juste un premier jet parce que Mike Richardson, lui, en fait, il trouvait que le comics, il partait trop vers une direction politique, et du coup, ça allait à l'encontre, en fait, de l'idée même du personnage. C'est que plus tard, grâce au dessinateur Chris Warner et à la plume du scénariste John Arcudi, que l'idée de Richardson a pu prendre vie dans la série Mayhem, un comics sorti en 1989 chez Dark Horse. Cette première apparition de Big Ed nous présente Stan Ipkiss, un satané loser frustré de l'être qui se voit être la victime de plusieurs situations qui sont quand même pas mal dues à sa condition de gros bolos. Après une engueulade avec sa copine, Stan décide de se racheter à ses yeux en lui offrant un mystérieux masque qu'elle avait déjà repéré dans une vitrine de magasin. Il se rend du coup à la boutique, il achète le masque et décide de regagner sa voiture. Sauf que là, scrogneux, mais des vilains motards sont passés vite à côté de sa voiture par temps de pluie et il y a de la boue partout. C'est pas possible d'avoir une caisse aussi dégueulasse. Stan, il est pas content et du coup, il va insulter les motards de tous les noms. Mais sauf qu'il fera un peu moins le malin quand ceux-ci vont faire demi-tour pour tout simplement lui faire ravaler ses insultes. Après ce petit passage à tabac, Stan rentre chez sa copine et lui offre le masque. Elle le met donc directement dans son étagère, sauf que plus tard, en pleine nuit, en voulant aller pisser d'ailleurs, Stan découvre que le masque a bougé tout seul. Il était sur la lunette des WC. Oh mon dieu, ce masque est sûrement hanté. Bon, à ce moment-là, c'est pas très grave, il a dû se dire que sa meuf voulait lui faire un prank et que du coup elle a mis le masque sur les WC pour que quand il aille pisser, du coup il pisse sur le masque. C'est un prank un peu bizarre, mais pourquoi pas. Abonnez-vous surtout pour d'autres pranks de folie, les gars. Mais bon, du coup, il le prend, il va pas lui pisser dessus. Sauf qu'à partir du moment où il a dans la main, il aura l'idée de le poser sur son visage. Et à partir de là, la vie de Stan va radicalement changer, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas en bien.
Il se retrouve avec une gueule abominable, une grosse tête verte, au regard espiègle et à l'immense sourire malsain. Et ce n'est pas tout, car en plus de son apparence, Stan remarque des changements au niveau de ses capacités. Il se voit doté de pouvoirs surhumains et s'en servira pour aller se venger des personnes qui ont pu lui causer du tort dans le passé. C'est un loser à qui on offre des pouvoirs surhumains et qui va pouvoir lester sa frustration à travers des crimes absolument horribles. Une série de crimes qui commenceront avec la tuerie des motards vus précédemment d'ailleurs. Au fil de l'histoire, la petite amie de Stan comprendra qu'il se passe quelque chose. En effet, depuis la venue du masque au sein de la maison, son copain a radicalement changé. Il est devenu encore plus exécrable, parfois violent envers elle dans ses propos, ayant une véritable obsession pour le masque. Du coup, au grand mot, les grands remèdes, elle va faire croire à son petit ami qu'elle a jeté le masque. Quand Stan va apprendre ça, il va surréagir dans un premier temps et ensuite se comporter comme une merde. La copine alors va donc faire ce qu'il y a de plus sensé, le foutre à la porte. Stan ira jusqu'à fouiller les poubelles pour tout simplement retrouver le masque que sa petite copine disait avoir jeté. Sauf qu'il se rendra compte du coup que ce n'est pas vrai, qu'elle lui a menti. Et là, il va aller tout simplement s'introduire chez elle par effraction. Ça ne se fait pas, le faites pas chez vous. Logiquement, l'ex du coup de Stan, elle va appeler les flics et ira voir si effectivement il y a quelqu'un chez elle. Et bingo, il y a bel et bien quelqu'un chez elle. Elle assommera la personne dans l'obscurité et se rendra compte que plus tard que c'est Stan. Quand la police arrive, elle va le cacher dans la chambre afin de le défendre, de faire comme si tout ça s'était pas passé. Sauf que c'est dans la chambre que se trouve le masque. Et là, Stan, il va pouvoir mettre la main dessus. Big Ed va tuer des officiers, il y a même l'armée qui va venir pour essayer de le canaliser. Il volera des voitures, écrasera des gens, prendra une mitraillette et tirera sur des gens. Enfin bref, là, il y a une tuerie et il faut à tout prix cesser ça, quoi. Il faut cesser ce bordel. Le récit se termine par l'ex-petite amie qui se rendra au domicile de Stan pendant qu'il est pas là. N'étant pas au courant, lui, en rentrant dans son appart, il enlève le masque et elle le prendra afin d'assassiner le meurtrier qui est devenu la personne avec qui elle partageait autrefois sa vie. C'est ainsi que se terminera le tout premier récit sur le personnage de Big Ed. Et même si c'est assez différent de ce que le film The Mask nous montre, les codes qui ont rendu le personnage si populaire sont déjà là. Il a déjà l'énorme tronche verte qu'on lui connaît si bien, des tenues et ensembles plutôt stylés, mais surtout, ce qui fait l'identité du personnage, des codes cartoonesques que le créateur du coup de Big Ed qualifiera de mélange entre Tex Avery et Terminator. Plus tard dans un comics rien qu'à lui tout seul, Big Ed reviendra sous une autre identité, celle du lieutenant Calloway, un lieutenant de police qui avait autrefois travaillé sur des meurtres liés à ceux de Big Ed. Sauf que ce monsieur, il travaille aussi sur les plus grosses affaires de drogue de la ville, des affaires dont il est pas mal difficile d'en venir à bout. La copine de Stan, qu'on va d'ailleurs appeler par son prénom, qui est Cathy, elle s'appelle Cathy, voilà, bienvenue Cathy, enchantée, va se rendre au bureau du lieutenant Calloway avec le masque en disant que c'était lui le coupable des crimes. Bon, le lieutenant là, il a un mode, elle est tarée la gadji, c'est comme masque. Mais en tout cas, une seule chose est sûre, c'est qu'elle partira sans le masque, demandant à l'inspecteur de le garder car elle n'en veut plus. Et surtout le prévenant qu'il ne doit jamais le porter sous aucun prétexte. Et évidemment, on connaît la suite, il va mettre le masque et il ira défoncer tous les malfrats qui lui donnaient du fil à retordre. Le personnage de Big Ed est beaucoup plus violent et cartoonesque, la couleur aidant beaucoup à la cause. On est un peu à l'apogée de ce qu'avait en tête Richardson quand il a imaginé son personnage. Un anti-héros complètement violent, compulsif et surtout loufoque. D'autres comics suivront bien sûr, mais on va pas se mentir, dans la plupart des cas c'est un peu le même schéma. Quelqu'un trouve le masque, il le met sur sa tête, il devient violent et voilà. Mais pour revenir au sujet principal, quand on voit comment était le personnage de base de The Mask, il est facile de se poser la question de comment on est arrivé à la version de 1994 qui elle est joyeuse et familiale et avec un Jim Carrey qui fait des bêtises. Eh bien il faut se rendre en 1989. À ce moment-là, Dark Horse Comics a envie d'amener son nouveau personnage au cinéma. Ils ont d'ailleurs dans un premier temps essayé de vendre une idée de ce qu'un tel projet pourrait être à la société New Line Cinema. Vous la connaissez très certainement, ils ont notamment distribué des films comme Les Griffes de la Nuit, les films Tortue Ninja, Austin Power et toute une autre flopée de films quoi.
Pour The Mask, l'approche du film était quand même hasardeuse. Il y avait plusieurs idées qui se sont transformées au fil du temps. Par exemple, parmi les idées qu'il y a eu, Mike Richardson a parlé d'une approche beaucoup plus horrifique qui avait été envisagée. Celle-ci mettait en scène un fabricant de masques qui arrachait des visages sur des corps pour les mettre sur des ados afin de les transformer en zombies. Mais à mon avis, c'était une référence aux illustrations où on voit Big Ed arracher son visage. Toutes ces idées de faire de The Mask une nouvelle franchise d'horreur au cinéma se sont envolées lorsque Chuck Russell est arrivé à la réalisation du film. Pour lui, la violence du comics était écœurante de fou et pas très appropriée à ce qu'il voulait en faire. Un projet beaucoup plus orienté vers quelque chose de familial. À partir de là, les choses vont beaucoup plus vite. Un premier scénariste est engagé, il a en tête l'idée de faire une comédie loufoque. Et en 6 semaines, un premier jet du scénario est fini et tardera pas à être approuvé. Le projet subira néanmoins quelques écritures avec un autre scénariste qui a mis encore plus d'humour, mais qui a également tenté de ramener le personnage dans un univers plus sombre et violent en y mettant du sang et des scènes d'agression sexuelle. Bon, rassurez-vous, hein, la seule chose gardée de ce scénariste, c'est uniquement l'humour en plus. Plus tard, le film sortira et The Mask est un triomphe. Il deviendra le comic book movie, donc le film inspiré de comic book, le plus rentable de tous les temps en termes de différence entre budget et bénéfice. Et il faudra attendre quasiment 25 ans pour que ce score soit battu par le film Joker, sorti en 2019. Vous l'avez compris, The Mask a explosé absolument tous les records à sa sortie. Mais ce qui nous intéresse aussi là, c'est que The Mask, en fait, il a réussi un pari absolument dingue. Un pari qui suscite énormément de débats lorsque ça arrive, mais qui pour The Mask est passé et en a fait la force du film. Celui de s'éloigner énormément de l'œuvre originale pour s'approprier l'univers en y changeant la forme. Ce qui veut dire faire une adaptation très libre de celle-ci. C'est un exploit parce qu'il y a énormément de débats sur les adaptations. Il existe plusieurs avis à ce débat. Une partie de gens trouvent que pour qu'une adaptation soit bonne, elle se doit être fidèle dans sa narration, fidèle dans le caractère des personnages, dans l'évolution, dans l'intention et l'univers de l'œuvre. D'autres pensent qu'au contraire, une adaptation peut et n'a pas besoin réellement d'être fidèle à 1000%, mais seulement dans son intention, et qu'ensuite le métrage doit réinventer l'histoire. The Mask, en fait, il clôt le débat une bonne fois pour toutes, quoi. Car il s'agit d'un film qui réinvente un univers existant, mais en changeant la forme pour mieux en servir le fond, et ouvrir l'œuvre au plus grand nombre. Et personnellement, j'avoue que je fais partie des personnes qui préfèrent les adaptations libres, car même si tu ne connais pas le matériel source, tu peux voir la vision d'un réalisateur sur une œuvre, et ensuite redécouvrir à nouveau le même univers mais d'une autre façon, ce qui rallonge l'expérience de découverte et te permet d'en profiter sous plusieurs angles, aussi différents soient-ils. Pour certaines personnes, cet argument il est absolument terrible parce que oui, je parle de découverte prolongée, de découvrir un univers sous plusieurs lectures, mais sauf que plein de personnes n'ont pas forcément la même curiosité que moi, ou que d'ailleurs nombreuses autres personnes, qui est d'aller directement voir le matériel source après avoir vu une adaptation libre de celle-ci. Et du coup, c'est là que ça peut coincer. Sauf que la plupart des gens connaissent The Mask via le film de 94. De ce fait, est-ce que celui-ci invisibilise son matériel d'origine? Non, absolument pas. Car sans le film, le grand public international ne connaîtrait pas autant l'œuvre. Celle-ci, en fait, de par sa liberté et de par son triomphe, a réussi au contraire à mettre en lumière la BD qui l'adapte. Cet argument est donc non valable et ne marche pas pour défendre les adaptations fidèles. À part si vous êtes un expert de fou que vous connaissez avant du coup The Mask, mais bon, dans ce cas-là, vous êtes juste égoïste, c'est très élitiste d'avoir cet avis et on est sur un autre problème. Et bien sûr, je parle de The Mask car ses origines par rapport à ce que c'est devenu sont plutôt uniques. Mais ce film est très loin d'être la seule adaptation libre qui soit très connue, la plus aimée ou encore la plus libre par rapport à ses sources. C'est juste à mes yeux l'une des plus significatives et avant qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, les adaptations fidèles aussi peuvent être très bien faites. C'est pas parce qu'on défend un parti qu'on en exclut l'autre, nuançons toujours nos propos, c'est important. Et pour continuer sur les adaptations libres, je vous propose de découvrir quelque chose d'ailleurs que vous connaissez peut-être pas, car The Mask a eu une suite qui est d'ailleurs largement meilleure que le premier film. J'ai totalement menti.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, quelques temps après la sortie du premier film The Mask, une suite potentielle allait voir probablement le jour. Toute l'équipe était partante sauf une personne. Et cette personne-là, c'est tout simplement la raison pour laquelle The Mask 2 ne va jamais se faire. C'est Jim Carrey qui avait dévoilé en 1995 qu'on lui avait proposé un petit pactole de 10 millions de dollars pour revenir dans le rôle de Stanley Ipkiss. Seulement, l'acteur considérait que reprendre un rôle qu'il avait déjà joué n'avait rien d'enrichissant pour lui. Apparemment, sauf pour Robotnik, hein. Donc un The Mask 2, comme on aurait pu l'imaginer en tant que suite des aventures de Stanley, n'aura pas lieu. Néanmoins, la licence n'est pas non plus totalement morte, car l'idée de faire un autre film The Mask est toujours dans la tête des studios, et on l'apprend officiellement dans le futur. Un film nommé The Son of the Mask, le fils du masque en français, est en préparation et sera un film qui aura une histoire complètement différente du premier. On retrouve le docteur Newman qu'on a pu voir dans le premier film, qui nous explique que le masque a été créé par Loki, le dieu de la malice dans la mythologie nordique. Seulement, celui-ci, il est de retour sur Terre pour le récupérer. Sauf que le masque, maintenant, il se retrouve chez Tim Avery, le personnage principal. Et Tim Alvey, avec le masque, créera un bébé. Alors parmi toutes les histoires qui auraient pu être faites avec The Mask, ils ont décidé de faire ça et honnêtement j'ai pas les mots, donc voici des extraits du film. Loki! Aujourd'hui, un enfant est né du masque! Je veux que tu ressembles plus à Thor. Oh, quelle andouille. Mais dis donc, c'est mon autorhinocéros, ça. Odin en a plein la bouche de son Thor. Coucou. Mais moi, je dis qu'il a tort. Quand je pense que j'aurais pu être médecin, ça me colle le bourdon. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Lend me a kiss, my wife. Baby, my heart's on fire. Jeu d'acteur en français. Cette suite, vous en avez peut-être jamais entendu parler, et maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi. C'est une purge comme pas possible, et ça s'explique de façon très logique, c'est que dans Son of the Mask, il n'y a pas tout ce qui a fait le succès du premier film The Mask. Déjà, les acteurs puent du cul, c'est une dinguerie. Ajoutez à ça des effets spéciaux dégueulasses, une fois de plus, quelque chose que n'avait pas le premier, car ils étaient quand même sacrément bons pour l'époque. Et pour couronner le tout, essayez de mettre le moins possible d'âme dans le film, en fait, parce que vraiment, ce film n'a aucune âme, aucun enjeu, rien n'est intéressant, c'est un supplice. Et putain, mais c'est possible d'être autant tête à claque que ce The Mask là? Ce film a eu des récompenses, enfin si on peut appeler ça des récompenses, car il a eu 19 nominations pour des prix, dont 7 qu'il a remporté, mais cachez votre joie, parce que ce sont des prix pour la pire chose de son domaine. Par exemple, le pire film de comédie, pire chanson, pire effets spéciaux, pire acteur, pire scénario. Vous avez bien compris, c'est un peu des prix poison. Tout ça, c'est une fois de plus une preuve que faire une suite pour faire une suite, c'est pas forcément nécessaire. Et Dieu merci, le film tombera très vite dans l'oubli. En tout cas, que ce soit grâce aux comics ou au film, et quand je dis film, je veux bien sûr parler au singulier, cet univers a apporté quelque chose d'inédit dans la pop culture, allant à fond dans le délire cartoon Tex Avery. C'est un dosage parfaitement bien maîtrisé qui a fait mouche et qui dans les comics a su faire encore plus, car le côté enfance que nous fait ressentir ces cartoons est en totale contradiction avec la violence qui est montrée. Mais si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Winnie l'ourson en film d'horreur. Voilà, le sujet est un peu similaire, ça peut vous faire plaisir. En bref, The Mask est important dans la pop culture et montre que n'empêche, c'est assez dingue. On regardait ça en étant gosse sans s'imaginer une seule seconde qu'à la base, il y avait derrière Big Ed un sourire malsain qui se hissait sur son visage en sachant qu'il avait l'opportunité de tuer de sang-froid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez découvert des choses sur The Mask et sur la licence même de cette œuvre. Si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce bleu pour faire grossir la chaîne et lui donner du soutien. Si jamais vous voulez rebondir sur une des choses que j'ai dit dans la vidéo, hop là, ça c'était le bruit du clavier, je l'imite très bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche et moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques.